Bonjour. Cet été, j'ai décidé de rediffuser les meilleurs épisodes de Vlan, ceux que vous avez préférés ou ceux qui ont particulièrement résonné pour moi. Donc chaque semaine, vous allez retrouver 2 épisodes sur une thématique et évidemment, d'une semaine à l'autre, on changera de thématique. J'espère que ce best-of vous plaira énormément, que vous écoutiez ou que vous réécoutiez les épisodes. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes nombreuses à avoir adoré l'épisode avec Frédéric Lopez, le 112, pour ceux et celles qui souhaitent l'écouter ou le réécouter. Et Fred, il était allé avec Thomas Pesquet chez les Indiens Kogi. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'aujourd'hui, je reçois Éric Julien, qui est le fondateur de Chendukwa, qui est une association qui aide les Indiens Kogi. C'est un géographe et il s'est beaucoup intéressé à comprendre notre civilisation à travers le regard d'une autre civilisation. C'est assez rare et unique de pouvoir échanger avec une civilisation native, racine, et de regarder notre civilisation, de comprendre finalement la manière dont on vit à travers le regard d'autrui. Il n'y a pas d'autre manière ou d'autres meilleures manières pour le faire. Donc c'est un épisode qui est vraiment passionnant parce qu'il nous questionne, il nous permet de déconstruire des choses qui nous semblent évidentes, logiques et qui en réalité ne le sont pas du tout. Par exemple, de vivre dans un pays où il peut y avoir des guerres ou l'importance du rôle de l'argent, etc., etc. Je vous laisse écouter cet épisode que j'ai trouvé vraiment incroyablement intéressant. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Eric. Bonjour. Je voudrais vous poser une question pour commencer qui est quasiment une question, je dirais, pas compliquée mais en tout cas étonnante en ce moment. Et je voudrais vous parler du mot enthousiasme. C'est quoi la racine du mot enthousiasme ? Alors c'est un mot qui vient de loin et qui aurait voulu dire ou qui voudrait dire quelque chose comme traversé par Dieu. Mais comme Dieu est un petit peu connoté, en fait, on peut très bien le remplacer sans souci par traversé par la vie. En fait, être enthousiaste, c'est être reconnecté à la vie en soi. Et quand on arrive à être dans l'enthousiasme, on est dans la joie, on est dans une forme de légèreté. Et peut-être qu'on arrive à aborder les problématiques genre crise, par exemple, d'une manière un peu plus sereine. Et c'est vrai que quand vous dites traversé par la vie, on a tendance à parler du mot environnement sans forcément réaliser que cet environnement, c'est nous. C'est comme si on parlait de notre corps et qu'il était à l'extérieur de nous. Il y a un peu de ça aussi, non, quelque part? En fait, c'est comme si on vivait dans des petites boîtes. On vit beaucoup dans nos têtes, on est coupé de notre corps, de notre sensation, on est très mental. Hein. Et puis ensuite, la deuxième petite boîte, c'est qu'on vit beaucoup en ville. On est à 85% des urbains dans les pays entre guillemets dits développés. Et après, il y a encore une autre grosse boîte, c'est qu'on vit beaucoup dans nos croyances. Donc en fait, on est des gens enfermés un petit peu dans des petites boîtes. Et si on voulait retrouver le chemin de l'enthousiasme, il faudrait peut-être oser soulever les couvercles des 3 petites boîtes. Alors vous êtes allé à la rencontre d'un peuple racine ou en tout cas d'une autre civilisation que sont les Indiens Kogi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez appris majoritairement ou peut-être comment vous les avez rencontrés et qu'est-ce que ça vous dit de la manière dont on vit nous aujourd'hui? Alors, comment je les ai rencontrés? J'étais jeune, j'étais gentil, j'avais 25 ans, je sortais de formation qu'on appelle les grandes écoles où on vous serine que vous allez faire partie de l'élite de la France. Donc quand on vous le serine pendant plusieurs années, vous finissez par y croire. Et on m'avait dit, au nord de la Colombie, il y a la plus haute montagne du monde en bordure de mer. Quand on est au sommet, paraît-il, on voit la mer des Caraïbes en bas, donc c'est 5900 mètres et 40 kilomètres plus bas la mer des Caraïbes. Donc à 25 ans, j'étais guide de montagne, j'ai voulu aller voir, vivre cette expérience. Et j'ai eu un œdème pulmonaire à 5000 mètres, c'est de l'eau dans les poumons, donc plus d'oxygène dans le sang. Il n'y a pas de douleur physique, mais vous pouvez même plus vous mettre debout, vous avez plus qu'à attendre de l'eau dans les poumons, ça gagne dans le corps, et vous avez plus qu'à attendre de vous noyer de l'intérieur. Et donc j'étais perdu dans ma montagne, sans évidemment aucun moyen de secours, et j'ai eu la chance que ces Indiens, là, Kogi, ces sauvages, comme on les appelle, ces archaïques, ces primitifs, ces autochtones, on a du mal à les nommer, passent par là et eu la gentillesse d'arrêter ce qu'ils étaient en train de faire et me ramassent, me mettent sur une mule, me recueillent, me soignent et me sauvent la vie. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré ces Indiens. Alors à l'arrivée des conquistadors en 1524, devait y avoir, on estime qu'il y avait 1,5 million d'Indiens Tairona à l'époque, les ancêtres des Kogi actuels. Aujourd'hui, il en reste à peu près 25 000. Et en fait, ce serait la dernière société précolombienne encore en état de marche.
C'est comme si on pouvait discuter avec des Incas, des Mayas, des Aztèques, sans forcément dire ils ont tort ou ils ont raison, c'est pas le problème. Mais on dit souvent que l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi, ou le regard de l'autre, pour peu que j'ai l'humilité de l'accepter, éclaire mes zones d'ombre, éclaire ce que je ne vois plus de moi. Donc, qu'est-ce que j'en ai appris? Oh, plusieurs choses. Par exemple, je me suis intéressé, moi je suis consultant dans ma vie de tous les jours, et je me suis intéressé à, finalement, quand on est consultant, on s'intéresse sur une entreprise à quelle est sa mission, à quoi elle sert. Mhm. Je me suis demandé quelle est leur mission. Est-ce qu'ils se sont fixés une mission, ces Indiens? À quoi ils servent? Et j'en ai trouvé deux que j'ai trouvé intéressantes. La première, c'est soigner la terre. Voilà des gens qui consacrent une bonne partie de leur agenda, parce au final, tout se résume à notre agenda, c'est-à-dire où est-ce qu'on affecte du temps. Et bien, ils en consacrent une bonne partie à soigner la terre. Et nous, on se rend compte que ne serait-ce qu'arroser les plantes vertes ou avoir un rapport à la terre, au territoire, on n'a pas beaucoup de place dans nos agendas, même une plante verte dans la maison. Et la deuxième mission que j'ai trouvée chez eux, c'est apprendre à vivre en paix ensemble. Alors ça ne veut pas dire qu'ils y arrivent tous les jours, ils sont pas nés tranquilles, en paix, avec une petite auréole de saint sur la tête, c'est pas ça. Mais au cœur de leur système éducatif, c'est apprendre à vivre en paix ensemble. Alors je sais pas comment vous entendez ça, une société qui se met comme mission soigner la terre et apprendre à vivre en paix ensemble, quand on voit les milliards qu'on dépense pour des armements, et quand on voit les désastres à une époque où plus de 50% de la planète a été artificialisée, il y a plus de matière artificielle que de biomasse naturelle. Voilà, on laissera à ceux qui nous écoutent le soin de regarder qui est sauvage et qui est archaïque. En fait, quand on entend ça, je crois que la première réflexion qui nous vient, c'est utopique. Parce qu'en fait, ça ne rentre pas dans notre système de fonctionnement. Donc nous, on l'envisage de manière utopique en se disant, bah, c'est super, mais en vrai, ça fonctionne pas. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est ce que vous dites, c'est que en fait, chez eux, ça fonctionne. Alors, la question que je me pose, c'est, par exemple, quel rôle ils donnent à l'argent? Comment ça fonctionne? Comment on peut être dans une société en paix aujourd'hui, alors que on a tendance à penser que l'humain, il a des travers, et un de ces travers, c'est de vouloir avoir plus que son voisin, par exemple. Bah, une société en paix, faut déjà le vouloir. Est-ce que nous avons vraiment envie d'entrer en paix? Je suis pas sûr. On a besoin de se construire identitairement ou comme nation contre les autres. C'est un premier miracle que depuis la création de l'Europe, quoi qu'on pense de l'Europe aujourd'hui, l'Allemagne et la France ne soient pas rentrées en guerre. Mhm. Il faut déjà le vouloir, être en paix. Ensuite, il faut mettre un système éducatif en place qui aide les enfants à traverser leurs émotions, à partager, à coopérer. Et là, on se heurte de plein fouet et frontalement à l'éducation nationale, qui a des valeurs marquées à l'entrée du fronton de ses écoles et de ses collèges et de ses lycées. Liberté, égalité, fraternité, mais je crois qu'il s'est jamais vraiment posé la question de savoir que serait une éducation fraternelle, c'est-à-dire qui travaille la fraternité ou la sororité entre les enfants et entre les élèves. Donc non seulement on ne le veut pas, je suis pas sûr, mais en plus on ne crée aucune condition pour tendre vers la paix. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est traverser nos émotions et traverser nos peurs. En fait, on se rend compte que dès qu'on est soumis à une tension extérieure, une difficulté extérieure, et on l'a vu avec la crise du coronavirus, on a été surpris que ça redéclenche de très belles actions de solidarité face à cette tension extérieure qu'était la crise, ou qu'est la crise. On redécouvre une petite phrase d'Hannah Arendt qui dit les valeurs sont comme les feuilles mortes, elles ne s'agitent que quand le vent se lève. Donc on a l'impression qu'il faut qu'on soit en insécurité peut-être pour se serrer les coudes et faire face ensemble. Et puis dès que cette contrainte s'amenuise et disparaît, on retourne dans nos travers, un peu d'arrogance, que le monde est à l'image de ce que nous projetons sur lui. On projette sur lui que la nature, c'est une matière première, c'est un paysage, c'est une esthétique qui est à notre disposition. Évidemment, les peuples traditionnels dont font partie les Kogi n'ont pas du tout ce regard sur le monde. Et justement, je vous repose la question, mais c'est quoi le rôle de l'argent dans leur système? Comment ça fonctionne? Il n'y a pas d'argent, volontairement. Ils sont pas idiots, ils savent compter. Ils s'en servent un petit peu sur les marges de ce qui leur reste de leur territoire pour négocier des choses avec l'extérieur, mais en interne, il n'y a pas d'argent. Ils considèrent que c'est le pire ennemi de l'homme, parce que s'il y a de l'argent, on peut contractualiser une relation. Par exemple, si je suis dans un village savoyard, il y a un mulet
et il y a 4 producteurs de Beaufort, pour ceux qui connaissent la Savoie, dans les années 50 ou avant-guerre. Il fallait bien se mettre d'accord avec le propriétaire du mulet pour descendre le Beaufort. On est obligé de trouver des voies de conciliation. Si vous avez l'argent, je peux prendre un avocat, je peux prendre quelqu'un, et finalement, ça ne m'oblige plus à trouver le moyen d'être en relation avec l'autre. Donc, ils ne veulent pas d'argent parce qu'ils considèrent que c'est le pire ennemi, donc ils ont refusé l'entrée de l'argent sur leur territoire. Hyper Ce qui est intéressant. une décision politique intéressante. Ben ouais, c'est ça, c'est hyper intéressant parce que en fait, on a l'impression que dans nos sociétés dites modernes, on n'envisage pas ne pas avoir d'argent. Et d'ailleurs, j'écoutais Esther Duflo ce matin qui parlait de justement des vaccins pour le Covid en disant il faudrait le distribuer à tous les pays. Parce qu'en réalité, s'il reste cette maladie dans d'autres pays, elle va finir par revenir en Europe, donc de manière assez logique, de toute façon. Et en même temps, on n'envisage pas que d'un coup, les laboratoires, pas qu'ils les donnent, mais en tout cas, qu'ils réduisent les prix et que les États payent pour d'autres États afin d'éradiquer cette pandémie. On voit tout par le prisme de l'argent, finalement, dans nos sociétés. On est dans un rapport au monde qui a placé le désir en haut de sa chaîne de valeurs. Désir de pouvoir, désir de reconnaissance, désir de domination, désir d'acquisition, et qui a placé la nature tout en bas, comme une variable d'ajustement. Donc en haut, chez nous, on a mis le désir, puis après on a mis les outils, les réseaux, Internet, le numérique, tout ce que vous voulez au service de ce désir. C'est pas pour rien que les sites Internet pornographiques sont ceux qui ont le plus de connexions. Ensuite, vous avez l'homme, qui est une variable d'ajustement après la technologie. Et en dernier registre, vous avez ce qu'on a appelé l'environnement. En fait, les Kogi ont exactement inversé ce sablier. Il y a d'abord la nature, ensuite l'humain comme étant une partie de la nature, après, pourquoi pas se servir de la technologie, et enfin apprendre à canaliser son désir, apprendre à l'apprivoiser. Alors, il ne s'agit pas de l'éradiquer. Une vie sans désir sera assez épouvantable. C'est ce qui nous met aussi en marche, le désir. Le désir d'être connu, le désir de posséder, le désir de combler quelque chose. Mais l'apprivoiser. Si on apprenait un peu à apprivoiser ce désir, on aurait peut-être moins d'addiction. Et là, on en revient à notre éducation. C'est une éducation qui est aujourd'hui incapable d'appréhender ces problématiques. Il y a quelque part derrière un paradigme, c'est-à-dire un système de représentation qui est faussé, qui n'est plus le bon. Alors, est-ce qu'il va falloir attendre une super contrainte pour changer ce paradigme, cette grille de lecture du monde, ou est-ce qu'on va être capable de le faire uniquement sur notre intelligence humaine? That is the grosse question. Entre la contrainte, ouais, non, mais c'est clair que, en fait, j'ai l'impression que les gens voient trop de films comme Mad Max et ils attendent le grand soir de la nature. Il y a cette phrase très connue qui dit il est plus facile d'envisager la fin de l'humanité que la fin du capitalisme. Et c'est étonnant comme cette phrase résonne parce qu'elle est très vraie dans nos sociétés. On préfère envisager la fin du monde, on l'envisage, plutôt que de envisager de vivre autrement ou de déconstruire nos modes de société. C'est très étonnant. Ce qui est difficile, c'est déjà d'envisager de faire la paix avec ses voisins les plus proches, ou en tout cas de faire un dessin de son écosystème, de ses relations, de regarder celles avec lesquelles il y a des tensions et des difficultés, où on parle plus parce qu'il y a de la rancœur, ou il y a eu de la difficulté, et de se dire comment je peux soigner ça. Moi, je suis fasciné, les Kogi, ça fait depuis 1524, donc on va arriver aux 500 ans pour les Kogi qu'on leur pourrit la vie. Quand vous lisez les textes de Bartholomé de las Casas, qui était un religieux jésuite qui a eu une mission d'Isabelle, reine d'Espagne, reine de Castille, pour aller enquêter sur qu'est-ce qui se passait dans les terres conquises, vous lisez son texte qui est accessible, c'est digne en termes de précision d'un rapport d'Amnesty International, et les descriptions qui sont faites des tortures qui étaient infligées aux Indiens sont insoutenables. Et ça n'a pas vraiment changé. Encore, il y a encore pas très longtemps, il y a un village Kogi qui a été brûlé pour récupérer des terres pour exploiter une mine d'or qui est juste à côté. Donc ça n'a pas vraiment changé depuis 5 siècles. Et malgré ça, ils nous accueillent et ils nous disent « et si on se parlait ?» Et si il s'agit pas de se dire on est des Indiens parfaits, nous on a tout compris, et vous êtes des civilisés qui cassez tout, c'est pas ça l'idée. En fait, ce qu'ils nous proposent, c'est le dialogue. Est-ce qu'on pourrait pas prendre le meilleur des deux mondes?
Et le dialogue dans l'histoire a toujours été un signe de civilisation, un signe de maturité, un signe de capacité à se dire, encore une fois, l'autre me renseigne sur ce que je ne sais pas de moi, et ensemble est quand même moins ballot que tout seul. Donc c'est encore ça, après 5 siècles de destruction. Ils nous tendent encore la main en disant, et si on se parlait pour imaginer ensemble un destin commun, parce que maintenant on est un peu lié par notre destin commun sur cette petite planète Terre. C'est pas la même démarche qu'on instaure dans l'autre sens, hein. On n'est pas vraiment dans le dialogue. Ils ont quel rapport avec la nature, les Kogi? Déjà, la nature, c'est un concept qui n'existe pas. C'est un concept moderne qui a été inventé pour désigner ce qui est autour de nous. Puis de la nature, on est passé à l'environnement. On s'est éloigné. On a quand même créé des ministères de ce qui nous environne, ce qui est quand même pas banal. Eux, ils considèrent qu'ils sont évidemment partie prenante du vivant, de la vie, une forme parmi d'autres. Ce qui veut dire que dans leur structure linguistique, il y a des mots spécifiques pour dire toute forme vivante a un cœur, y compris les pierres. C'est une grande surprise pour eux de découvrir que nous, on considère les pierres comme des éléments morts, alors que chez eux, c'est à la base de la communication avec le vivant. Donc toute forme vivante qui s'exprime sur un territoire, donc qui s'exprime dans la nature, un écureuil, un oiseau, un chevreuil, n'importe quoi, est une expression parmi d'autres du vivant. En fait, la nature, c'est l'expression du vivant. C'est pour ça que quand on la regarde, cette nature, on voit des arbres, des nuages, on voit des phénomènes. Mais eux, c'est pas les phénomènes extérieurs qui les intéressent, c'est le vivant qui permet ces phénomènes. Et en fait, quand on commence à rentrer dans leurs pensées, on découvre que, sans doute, si on avait l'humilité de discuter avec eux, on ferait des grands progrès en termes d'agroécologie ou même de connaissances agricoles, hein. On ferait des grands progrès en termes de physique quantique. J'irais même jusqu'à dire on ferait sans doute des grands progrès en termes de compréhension, en tout cas d'exploration, de comment la vie est arrivée sur Terre. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée très précise, hein. Il y a plusieurs théories qui se battent en duel sur la création de la vie sur Terre. Et je crois qu'il y a Jung qui disait oh, moi je ne saurais jamais de mon vivant comment la vie est arrivée sur Terre. Donc pourquoi pas s'intéresser à d'autres hypothèses. Et quand on s'intéresse à l'hypothèse des Kogi sur comment la vie est arrivée sur Terre, elle n'est pas plus conne que nos astrophysiciens. Mais là, ça fait appel à une valeur de la science qui est parfois un peu oubliée, qui est l'humilité. Est-ce que nous allons avoir l'humilité de discuter entre un scientifique dans son laboratoire et une espèce de polyscientifique Kogi, parce qu'ils ont des connaissances incroyables, mais ils ont une question sous-jacente qui nous perturbe un peu, c'est comment savent-ils ce qu'ils savent? Puisque visiblement, ils l'ont pas appris en laboratoire, ni dans des livres, ni dans des amphis, ni dans des universités, mais ils l'ont quand même appris, puisque c'est opératif. On a maintenant la preuve que c'est opératif. Alors ça, c'est un grand mystère. Est-ce qu'on a l'humilité de se dire, y aurait-il plusieurs manières d'apprendre? Et j'adore qu'il y ait des oiseaux qui nous accompagnent en même temps que... Ils nous soutiennent, Exactement. Ils sont sur une gouttière et ils battent des plumes. Et justement, en parlant de leur connaissance, et pour bien permettre aux personnes qui nous écoutent de comprendre de quoi on parle, il y a cette anecdote avec des astrophysiciens que j'aimerais bien que vous nous racontiez. Eh bien, effectivement, nous avons été invités dans un laboratoire d'astrophysique à Londres par le directeur du laboratoire et un collègue à lui, qui était américain, l'astrophysicien américain, qui ont accepté l'idée de, un peu en souriant, de dialoguer avec ces Kogi, en tunique blanche et pieds nus. Et ils se sont posé la question de savoir de quoi ils allaient parler, puisque les Kogi n'ont pas de satellite, n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de télescope, n'ont pas d'algorithme. Donc qu'est-ce qu'ils pouvaient bien savoir à part une vague observation des étoiles? Donc ils se sont proposés de leur soumettre une photo du satellite Hubble, donc satellite qui est en limite d'atmosphère terrestre. C'est une espèce d'énorme appareil photo qui prend des photos avec des tempos de 10 heures, 12 heures pour les capter ce qu'on appelle au fin fond du système solaire des étoiles pâles qui ont un faible rayonnement et qu'on ne voit évidemment pas de la Terre. Donc c'est un peu coquin de la part de nos deux astrophysiciens. Et ils glissent la photo devant. Un des chamans s'approche, commence à parler en Kogi en pointant des taches blanches, il y a un petit temps de traduction. Et en fait, ce qu'il dit, c'est ça et ça, c'est des étoiles qu'on ne voit pas de la Terre. Et nous avons une grille de classification de 1 à 9 pour toutes les étoiles qu'on ne voit pas de la Terre. Et nous avons une intelligence supérieure qui pourrait vous être utile pour comprendre comment fonctionnent les étoiles, le système solaire. Alors, effectivement, les deux scientifiques sont restés un peu perplexes, ont posé beaucoup de questions pour faire préciser cette réponse.
et ont été complètement stupéfaits de voir la précision des réponses. Et je pense que si on avait encore une fois l'humilité de se mettre à leur écoute, on ferait comme a fait Niels Bohr en son temps. Hein, c'était le père de la physique quantique. Il a eu un prix Nobel de physique en 1923 de mémoire. Et en fait, il explique dans ses mémoires qu'il a été puisé dans les Upanishads, c'est-à-dire les textes sacrés hindouistes, les clés ou les grilles de lecture de ce qu'il a ensuite appelé la physique quantique. Donc, il y a des cas dans l'histoire où il y a eu déjà des dialogues. Il y a un monsieur qui s'appelait René Guénon dans les années 20 qui a déjà mis à jour ces passerelles. Mais en fait, ces passerelles, elles nous font peur parce qu'elles nous sortent du contrôle, elles nous sortent du côté scientifique qui aime bien tout mettre dans des cases et dans des tableaux Excel. Et en fait, je pense qu'elles nous ouvrent à une certaine sensibilité du monde, en tout cas une autre manière de l'appréhender, peut-être féminine, et qui nous fait peur parce que le féminin, c'est ce qui fait advenir, c'est ce qui crée, c'est ce qui fait surgir. Nous, on n'en est pas capable, les garçons. Et on a toujours peur de ce qui surgit. Donc c'est peut-être pour ça qu'on maltraite la mère Terre, qu'on maltraite le féminin, qu'on maltraite les femmes depuis la nuit des temps, parce qu'on a peut-être peur de ce qu'elle pourrait laisser surgir. Alors, le vivant, par nature, c'est justement le surgissement, ce qui va advenir. Donc là, il y avait peut-être un dialogue entre la maîtrise scientifique et la sensibilité de ces sociétés qui se relient au monde et au territoire sur des modalités d'être radicalement différentes des nôtres. Mais pour autant opératives. Maintenant, on en a la preuve. C'est ça qui est intéressant. Il y a énormément de choses hyper intéressantes dans ce que vous racontez. Quand vous faites référence au livre ancien indien, ça résonne parce que quand je réfléchissais au sens de ce podcast et au sens du livre que j'ai écrit par la suite, je me suis dit, mais finalement, je parle de lien à soi, de lien aux autres et de lien à la nature. Et voilà, et je me suis dit ça. Et puis, j'ai lu L'écologie spirituelle de Satish Kumar, qui fait référence aussi à ce triptyque dès le début de son bouquin, en disant, en fait, ce triptyque, il vient de la Gita, qui est le bouquin sur lequel s'est basé l'hindouisme, et donc c'est une sagesse ancestrale. Et en fait, effectivement, ça pousse à une forme d'humilité, parce qu'on se dit, en fait, ce truc où je me dis, waouh, super, je suis tombé dessus, en fait, des gens sont tombés dessus il y a des milliers d'années déjà, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on est en train de passer, je crois, j'espère, d'une société de biens à une société de liens. Mais c'est un mouvement qui est effectivement ce que vous disiez au tout début, un petit peu dans la douleur, c'est-à-dire qu'on le fait dans la contrainte quelque part. Alors, je dirais pas qu'on est en train de passer d'une société de biens à une société de liens, parce qu'il y a un géographe français qui s'appelait Élisée Reclus, qui est mort en 1905, qui expliquait que dans les sociétés humaines, il y a des temps de progrès et des temps de régrès. Et il expliquait que dans l'histoire, il y a eu des temps de progrès quand il y avait conscience du lien. On a trouvé ça en l'an 1000, par exemple, en Andalousie, où les musulmans, les catholiques, les juifs, les orthodoxes fonctionnaient très bien ensemble. Ça a été une époque de, entre guillemets, de progrès scientifique et culturel incroyable qui a sans doute aussi largement influencé la Renaissance en France. Et puis quand on perd la conscience de ce lien, on retombe dans des périodes de régression où on est les uns contre les autres. C'est une espèce d'évolution cyclique dans le temps. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on est interpellé pour revenir vers une nécessité du lien, mais ça s'est toujours fait dans l'histoire. Et puis je peux aussi vous parler d'une petite expérience qu'on a fait dans la Drôme. Quand même, la France, on est bon pour faire des premières, mais on n'en parle pas très bien, on sait pas les vendre. On a fait une première mondiale dans la Drôme où on a invité 3 chamans Kogi à venir faire un diagnostic de santé territoriale du Diois, qui est une petite région de la Drôme, en leur disant, vous connaissez pas, vous savez pas où c'est, la seule chose que vous savez, c'est que c'est pas chez vous. Venez faire un diagnostic, promenez-vous, faites ce que vous voulez, de la Drôme. Et on a demandé à 30 scientifiques de faire pareil. Venez faire un diagnostic avec vos outils, vos cartes, vos prélèvements géologiques, enfin ce que vous voulez, de la Drôme. Et on a croisé les deux. Et en fait, c'est plus les Kogi qui ont appris des choses sur la Drôme que les scientifiques. C'était surréaliste. Ça nous a ouvert 4 champs, voire 5 champs de réflexion. Le premier champ de réflexion, c'est le bon sens. C'est-à-dire les Kogi sur le territoire de la Drôme, qu'ils n'ont jamais mis les pieds, ça même pas si la France ça se mange, ça savent pas ce que c'est, ont vu des choses que nous ne voyons plus. Donc c'est vraiment le registre du bon sens. Le deuxième, c'est le registre du savoir. Ils ont discuté avec des scientifiques, naturalistes, biologistes, astrophysiciens, médecins, et ils sont tombés d'accord sur des tas de choses. Alors que c'est la première fois qu'ils viennent en France, qu'ils ont lu aucun livre. Il y a un naturaliste qui s'appelle Gilbert Cochet qui était avec nous, qui disait mais ils ont complètement raison, mais comment ils savent ça? Moi j'ai appris ça à l'école,
Eux, ils déboulent et ils me racontent l'histoire que moi j'ai apprise à l'école. Comment c'est possible? Après, il y a eu un troisième registre qui est la connaissance, où ils nous ont dit des choses sur le territoire qui touchent la géobiologie, qui touchent, on retrouve des petites choses dans les contes populaires ou dans les lieux dits, les noms, le nom des lieux, où on se rend compte que derrière le nom des lieux, il y a souvent des phénomènes plus ou moins inexpliqués qui sont rentrés dans les histoires populaires. Donc on rencontre ça derrière. Et puis après, on a ouvert un quatrième champ qui est comment ils travaillent. Et là, je pense que les Kogi auraient pu faire une conférence sur la complexité d'Edgar Morin et la transversalité, parce que c'est plus simple et plus efficace que les 15 volumes d'Edgar Morin. Et le dernier registre sur lequel on a échangé, on aurait pu travailler, c'est finalement une nouvelle épistémée, c'est-à-dire un nouveau regard sur le monde. Encore une fois, qu'il ne soit pas simplement d'aller réveiller une tradition ou s'approprier une tradition indienne ou kogienne, mais qu'il soit une dialogique, pour reprendre le terme d'Edgar Morin, une mise en dialogue avec notre regard et leur regard. Et il y a un sculpteur italien qui s'appelle Pistoletto qui parle de troisième paradis. Il dit un premier paradis, alors paradis, il a choisi ce terme, pas forcément le bon, j'en sais rien, mais enfin un premier monde où les humains vivaient en harmonie ou en accord avec la nature, pas forcément par choix, c'était pas forcément toujours facile, mais c'était comme ça. Et puis il y a un deuxième monde alors, qui démarre avec l'agriculture, qui démarre avec la révolution industrielle, on ne date pas toujours au même endroit, où là on a coupé avec la nature, avec tous les déséquilibres qu'on connaît, et puis et lui pose la question de se dire on va pas revenir en arrière au premier monde, on peut pas rester dans le déséquilibre du deuxième, il faut qu'on dialogue pour créer le troisième monde. C'est-à-dire que ce que nous proposent les Kogi et d'autres, c'est un impératif si on veut réinventer une étoile, un rêve et un chemin pour demain. Ce serait son troisième paradis ou son troisième monde. Et effectivement, je crois que, enfin, j'espère. De toute façon, je pense que de manière contrainte ou souhaitée, on va vers une nouvelle ère pour l'humain. Donc, quelque part, ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Quand vous parlez des Indiens Kogi, ils sont venus en France. Quel regard ils ont sur notre société quand ils viennent et qu'ils voient notre, entre guillemets, modernité? Alors, il y a plusieurs regards. Le premier, à un moment, ils arrivent à Roissy à l'époque et ils me demandent est-ce qu'on peut voir des sages chez toi? J'étais embarrassé parce que il y en a, mais où les trouver, comment les trouver, c'était pas si simple que ça. Et donc pour aller voir des sages, on a pris le train jusqu'à Lyon, puis là on a pris une voiture Lyon-Chambéry. Et il y a des tunnels sur cette route, et donc ils sont assis derrière moi dans la voiture, et on s'approche des tunnels, et on rentre. Et là j'ai senti physiquement qu'il y avait un retrait du corps, ça les impactait de rentrer dans un tunnel. Et on sort, et puis il y en a un des deux qui était assis derrière qui me dit mais pourquoi vous faites des trous dans la terre comme ça? Alors je lui réponds que c'est pour aller plus vite, c'est pour gagner du temps, ça évite de faire le tour de la montagne. Et là, il y a un long silence et il me dit, mais jusqu'où vous voulez aller plus vite? En fait, ils ont une interrogation sur notre agitation, notre espèce de fébrilité, de toujours être en mouvement. Ils comprennent pas. Ils disent finalement, quel est le sens de tout ça? Et on est un fichu de répondre. On voit bien que c'est une des questions clés aujourd'hui. Et après, ils ont une deuxième réflexion, ils nous disent, vous êtes très forts et il y a une vraie reconnaissance de leur part sur la transformation de la matière. Vous êtes capable de faire des téléphones incroyables, des avions, enfin, toutes ces machines formidables. Et il y a une vraie reconnaissance. Par contre, on a l'impression que vous oubliez complètement de penser la vie et la terre. Vous avez un vide spirituel, vous ne pensez plus le monde et la terre. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint la pensée de Michel Serres, donc un philosophe décédé il y a 1 ou 2 ans maintenant, qui disait « Nous sommes le monde », c'est-à-dire nous fonctionnons comme lui, voilà, nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde, mais nous l'avons oublié. Il faudrait remettre le monde et la nature dans nos pensées. Donc finalement, j'avais été assez troublé de voir que ce chaman qui n'était jamais venu en France avait exactement la même réflexion pour le futur que Michel Serres, qui est quand même à l'origine, même si à l'époque son livre n'a pas eu beaucoup d'écho, d'un livre remarquable qui s'appelait Le contrat naturel, c'est-à-dire comment retrouver des liens d'alliance avec cette nature qui nous porte et nous fait vivre. Alors, il ne s'agit pas de copier les Kogi, on ne va pas vivre en Kogi. Mais en fait, il y a un élément fondamental derrière eux qui dissocie nos sociétés modernes de ces sociétés traditionnelles, c'est le rapport à la loi. C'est-à-dire que nous, on fait des lois qu'on change, enfin on fait. Les hommes font des lois qui changent quand ça les arrange, plus les hommes que les femmes, selon des régimes plus ou moins démocratiques. Et ce sont des lois qui concernent un peu les humains et leurs intérêts, et assez peu la nature. Et on les change quand ça nous arrange. On est même capable de faire des lois qui vont contre la nature quand on met des entrants chimiques dans les champs de betteraves au nord de la France.
Les Kogis, c'est pas ça du tout, et les traditions, c'est pas ça du tout. Les lois, c'est quelles sont les lois qui permettent la vie. Et celles-là, elles sont pas discutables, elles sont pas régies par des intérêts particuliers. Et en fait, le grand conflit entre les traditions et notre modernité, c'est le référentiel de la loi. Nous, c'est des lois qu'on change quand ça nous arrange avec la police, les avocats, l'armée pour les faire respecter, parce que s'il n'y a pas la force, ça marche pas. De l'autre côté, c'est qu'est-ce qui fait que vous respirez, il y a un cycle de croissance, un cycle de décroissance, une mémoire, une systémie, une homéostasie, enfin tout ce qu'on connaît dans le corps humain. Et en fait, vous découvrez que les Kogis fonctionnent selon la logique des fractales. Ils ont nommé quelques principes du vivant, quelques lois du vivant, qui se déclinent, toujours les mêmes, mais à des échelles différentes dans le corps humain, dans le territoire, dans le cosmos et dans les cellules. Et là, c'est là que vous rejoignez toutes les traditions qui disent la même chose. Donc, ça pose une autre question, c'est comment toutes les traditions peuvent-elles dire la même chose en étant à des milliers de kilomètres les unes des autres. Bah, c'est ce que disait René Guénon, elles parlent toutes de la même chose, c'est-à-dire de la vie et du vivant. Et en même temps, quand vous dites ça, vous parlez beaucoup des femmes. Il y a très peu de sociétés humaines qui ne soient pas patriarcales. Donc il y a un accord aussi là-dessus, entre guillemets, sans que les humains se soient parlé. J'aimerais que vous me parliez un petit peu du lien entre le féminin et le soin de la terre. On parle d'écoféminisme. Je serais très curieux de voir ce que vous avez appris aussi à cet endroit. C'est très compliqué parce que on parle de société patriarcale, mais on n'a pas toujours la lecture. On comprend pas comment fonctionnent ces sociétés, donc on plaque sur elles notre grille de lecture. Alors, je parlerai que de la société que je connais un petit peu, qui est celle des Kogis. Le féminin et les femmes sont au cœur de leur société, et c'est elles qui s'occupent en tout cas qui sont en responsabilité de la vie spirituelle de leur communauté. Et c'est vrai que le masculin, les hommes sont plutôt à l'extérieur, et c'est eux qui portent la parole, mais c'est pas forcément eux qui la décident. Il y a quelque chose de l'ordre du solaire, de l'extérieur pour les hommes, et du lunaire, de l'intérieur, de l'intime et de la spiritualité pour les femmes. C'est pas parce qu'on voit pas forcément les femmes parler qu'elles n'ont pas le pouvoir. Et quand il y a une décision qui est prise, ce qui les étonne beaucoup, c'est qu'ils n'envisagent pas une décision qui serait prise uniquement par les hommes ou uniquement par les femmes. On rejoint un peu le Tao, hein, il faut que la décision soit prise dans un processus qui associe les deux regards et les deux énergies masculines et féminines. Et effectivement, la mère Terre est une dimension féminine, c'est une matrice. Et je pense que ce qui manque à notre société moderne, c'est une matrice. On est dans un monde, pour moi, spermatozoïdesque. C'est-à-dire que tous les gens ont des idées sur tout, et tout le monde sait ce qu'il faut faire, et propose des choses. Et c'est pas péjoratif dans ma bouche. Des spermatozoïdes de très bonne qualité, sauf que un spermatozoïde qui n'a pas une ovule, qui rencontre pas les zones fécondes pour passer de l'intention de Yaka Faucon à la création de la vie d'une pensée ou d'une action, bah ça s'échoue. Je crois qu'une durée de vie d'un spermatozoïde, c'est 4 minutes. Donc si on comprend pas qu'on a besoin d'une zone féconde pour passer de la bonne idée à faire émerger quelque chose qui transmute la société, là c'est du postillon de spermatozoïde, chacun y va. En fait, ça se voit dans une toute petite phrase. Souvent, les gens qui ont des bonnes idées, et je respecte vraiment leurs bonnes idées, ont une phrase en dessous qui est « rejoignez-nous », « venez vers nous ». Alors qu'en fait, la vraie question serait « rejoignons-nous » au sens « faisons système ». Bien sûr. C'est soit « rejoignez-moi », et là on est chacun à sa bonne idée, il faut aller dans le sens de la bonne idée de la personne, soit « rejoignons-nous », et là on fait système et on fait plus matrice. C'est des petites nuances sémantiques, mais elles sont pas encore tout à fait passées dans les pratiques. Ouais. Effectivement. Et je vous ai aussi entendu parler de territoire et de cohésion du territoire. Je serais très curieux que vous partagiez avec nous. Alors, vous, déjà, vous vous battez pour redonner des terres à ces Indiens. Donc, il y a quand même une notion de territoire de ce point de vue-là. Mais ils ont quel rapport au territoire ? Bah, chez nous, le territoire, c'est pas pour rien qu'on a eu la DATAR, à un moment, la délégation de l'aménagement du territoire. C'est une matière inerte, en tout cas qui est à notre service, dans lequel on fait des routes, on exploite les ressources naturelles. C'est une esthétique, voilà. Évidemment, pour ces sociétés-là, dont font partie les Kogis, c'est pas du tout ça. Le territoire est un corps territorial. Et le territoire fonctionne à l'identique d'un corps humain, mais à une autre échelle. C'est-à-dire que sur un territoire, il y a des fonctionnalités,
et donc il y a des points d'acupuncture. Au même titre que vous prenez votre pouls au poignet ou au cou, bah, sur un territoire, vous pourrez prendre le pouls de la terre ou la température de la terre, et sur ces points d'acupuncture, si on pratique la médecine chinoise, les flux d'énergie dans le corps, bah, les Kogis, c'est là qu'ils soignent la terre et c'est là qu'ils reçoivent l'information sur la santé de la terre. Donc à partir du moment où c'est un corps territorial, ça veut dire que ce qui est fondamental chez eux, comme dans un corps humain, c'est les relations entre les parties, entre les fonctions, entre les organes. Dans un corps humain, ça va être le réseau sanguin, le réseau nerveux, le réseau ventilatoire et le réseau énergétique. Bah, sur un territoire, le réseau sanguin, c'est les fleuves et les rivières. Le réseau ventilatoire, c'est le vent, la brise et les tempêtes. Le réseau nerveux, c'est peut-être ce que la géobiologie pointe avec les flux magnétiques, et notamment le magnétisme fossile des roches très très anciennes. Et puis énergétique, il faudrait rentrer dans qu'est-ce que c'est que l'énergie entre des polarités différentes, le haut, le bas, le chaud, le froid, etc. Donc ils vont soigner le territoire comme ils soignent un corps humain de la même manière. C'est là qu'on retrouve les fractales. Et donc le territoire est en fait le support qui leur traduit les lois du vivant. C'est en fait leur gouvernance est puisée dans le territoire. Donc quand ils nous voient traiter le territoire comme une matière première, ils nous disent vous êtes tombés sur la tête, quoi. Parce qu'en fait, dans le territoire, si vous êtes capable d'être à l'écoute des étoiles, l'observation des étoiles, des animaux, des oiseaux qui ont une vraie vie politique incroyable, des grenouilles, de tout ce qui fait un territoire, alors vous saurez ce qu'il est possible de faire en lien avec lui ou pas, dans quelle zone on peut cultiver, dans quelle zone il faut laisser la mer respirer, dans quelle zone elle produit de l'eau, dans quelle zone il ne faut pas toucher les pierres parce qu'il y a un contact avec le magnétisme de la terre. Vous apprendrez que le paysage n'est pas un paysage, mais un pays sage. Il a quelque chose à nous dire, ce n'est donc pas un objet, c'est un sujet avec lequel il faudrait apprendre à dialoguer. Alors ça, vous allez dans une délégation d'aménagement du territoire leur expliquer que c'est un sujet avec lequel il faut dialoguer, il faut non pas aménager les territoires, mais ménager les dieux. C'est une révolution. On n'est pas prêt de faire. Et c'est sûr. Et je voulais vous parler aussi d'un terme dont on parle beaucoup en ce moment. Je pense qu'on a expérimenté un petit peu en France, mais aussi qui va nous permettre d'envisager éventuellement à quoi pourrait ressembler cette nouvelle civilisation. C'est celui d'interdépendance positive. C'est-à-dire que bien sûr, on a tendance à parler du national, à parler du local, donc du territoire, sans se rendre compte que en fait on est des humains sur une planète qui est pas bien grande et qu'en fait on est tous interdépendants les uns des autres. On est autant interdépendants des Kogis que que eux sont dépendants de nous, évidemment. Ce terme d'interdépendance positive, qu'est-ce qui vous évoque ? Il me fait sourire, puis il m'évoque un tout petit peu de tristesse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on redécouvre des évidences. L'interdépendance est au cœur du bouddhisme, au cœur de l'hindouisme, au cœur de toutes les traditions. C'est nous qui l'avons oublié. Alors tout d'un coup, on redécouvre l'interdépendance. C'est en ce sens-là que ça me fait sourire avec une pointe de tristesse. C'est-à-dire finalement, on n'apprend pas à nos enfants la réalité du monde et du vivant, et on le redécouvre. Votre corps est en interdépendance. Votre foie fonctionne avec vos poumons, qui fonctionne avec vos reins, qui fonctionne avec votre cœur, et qui fonctionne grâce à un réseau sanguin, ventilatoire, encore une fois, nerveux, etc. Nous ne sommes qu'interdépendance. Nous sommes en interdépendance du regard de l'autre, de la gentillesse de l'autre, de la bonté de l'autre, de l'amour de l'autre, de ses parents, de ses proches, de ses amis. Nous sommes affamés de reconnaissance. Et quand on n'a pas cette reconnaissance, on devient désagréable, on devient méchant, on devient en colère. C'est souvent des souffrances de reconnaissance. Nous ne sommes que ça. La seule question, c'est faire la paix dans ces relations-là, les conscientiser, ces relations. Relation avec soi, on est tellement tiré vers l'extérieur par les petites machines numériques, les applications, les machins, les bidules, qu'on n'a plus le temps d'avoir une ouverture. Alors on va prendre le terme de méditation, mais en tout cas de recentrage sur soi. Relation avec les autres, on a l'illusion d'en avoir 3000 sur un réseau social, mais combien d'amis ou combien de personnes avec des relations de qualité a-t-on vraiment, avec sa famille, ses proches? Relation avec le monde, on vit en ville, donc c'est très compliqué de retrouver ce contact avec le vivant extérieur, non pas dans une ville, mais vraiment en zone, on va dire rurale ou encore naturelle. Et puis il y a une quatrième champ de relation, c'est avec le mystère. Nous ne savons pas comment la vie est apparue sur Terre, mais ça devrait nous
nous rendent d'une humilité et d'une admiration pour ce que nos yeux et nos sens nous permettent de percevoir, mais on devrait être magicien. Les plus grands sages Kogi sont des gens qui ont toujours le sourire, et j'ai été frappé par donc une forme d'humilité. Et j'ai été frappé par une femme que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, qui vit dans sa montagne, dans la Sierra en Colombie, donc une femme Kogi, qui a subi toutes les avanies qu'on peut faire subir à ces populations. Elle a été violée, ses parents ont été tués, son village détruit, enfin bref, elle a fui dans la montagne. Et là, je l'ai rencontrée en février, elle est âgée, elle a 80 ans, et on faisait un film pour une chaîne de télévision, donc je lui demandais, ça vous embête pas trop, ce bruit, ce drone, tout ça vous dérange pas trop? Elle m'a répondu avec un immense sourire, quand des humains se parlent et se rencontrent avec respect, ça me remplit de joie. L'interdépendance et la conscience de l'interdépendance, c'est source de joie, bien sûr, mais parfois on le perd, et parfois on le retrouve. Souhaitons qu'on le retrouve. Forcément, c'est beau. Et ça me fait réfléchir et je me dis, mais comment on fait le pas? Si ça vous fait réfléchir, c'est bien. Super. Non, mais surtout, je me dis, comment on fait le pas entre notre société qui est totalement déconnectée, pleine de certitudes, et voilà, qu'on vit aujourd'hui, ce mode de vie d'accumulation permanente, effectivement, oui, la pollution de l'air, c'est le prix à payer. On parlait tout à l'heure des villes, mais c'est vrai que si on prend l'exemple de Paris, c'est une ville qui est, même si vous prenez sur l'iPhone, vous avez même pas eu normalement sur l'iPhone, vous avez la qualité de l'air de toutes les villes. À Paris, vous l'avez pas, parce qu'en fait, à Paris, c'est une ville qui est surpolluée, hein, on le sait. Et on se dit, oui, mais c'est le prix à payer. Voilà, c'est comme ça, c'est une donnée. C'est comme si c'était non négociable. Et d'un autre côté, évidemment que c'est négociable, évidemment que ça peut se déconstruire, évidemment qu'on peut envisager les choses autrement. Je pense que tout le travail que vous faites avec cet Indien, c'est justement un dialogue qui est plus que nécessaire. Et en même temps, je me dis, mais par où on le prend, par où on commence et comment on peut envisager cette nouvelle, entre guillemets, civilisation? Bon, c'est simple. Tant mieux alors. Voilà, fin de l'émission. Non, il se dit que pour avoir les bonnes réponses, faut poser les bonnes questions. Mm-hmm. Et déjà, pour moi, la bonne question, c'est de regarder quels sont les paradigmes agissants, c'est-à-dire quels sont les systèmes de croyances qui nous agitent. Il y en a 5. Le premier, on l'entend bien en ce moment, vivement que ça revienne comme avant, qu'on relance la croissance, que tout reparte comme avant. C'est le paradigme de surtout ne changeons rien, avec le désir au bout qui nous fait courir et l'accumulation de richesses. On sait très bien qu'il n'est pas viable à long terme. Le deuxième paradigme, qui est sans doute l'une des problématiques clés des élus des grandes agglomérations, les élus écologistes de Bordeaux, Strasbourg, Grenoble, etc., c'est le paradigme, on fait la même chose en plus propre et en plus vert. Si on regarde ces élus, ils ont quoi comme marge de manœuvre? Des cantines bio, isoler les maisons, rallonger les lignes de tramway, faire un peu de social. En fait, ça change rien du paradigme initial, ça le rend un peu plus propre, un peu moins polluant, mais ça reste toujours la même structure de base. Vous en avez un troisième qui a été porté en son temps par Pierre Rabhi, mais qui a toute une dynamique économique derrière, c'est la décroissance. C'est pas très facile à vendre, c'est pas très motivant pour des jeunes de dire garçon ou fille, tu vas décroître. Mais il reste sur le même modèle de la même chose, mais moins en décroissance ou en sobriété. Et ça change toujours pas la question de comment on fait. Vous en avez un quatrième qui est illustré par notre ami Elon Musk, là, qui envoie sa voiture dans l'espace, c'est la technologie va résoudre nos problèmes. On sait très bien que c'est totalement faux. Puis vous en avez un cinquième qui est un serpent de mer qui ressort régulièrement dans l'histoire, c'est tout ça va s'écrouler, c'est la collapsologie. Moi je pars d'un cinquième qui est nous n'avons pas la réponse, un sixième, pardon, que j'appellerais Nature Society, c'est refaire société avec la nature. Nous n'avons pas la réponse, mais nous pouvons créer des matrices où on accepte le dialogue, d'où va émerger des réponses. Et la vie a toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire permettre qu'émergent des réponses que nous n'attendons pas. Mais ça, en tout cas, je suis sûr que c'est aucun des 5 paradigmes que je vous ai évoqués en amont. Alors, pour pas rester dans le vide et dans l'intellect, on a pris les principes du vivant, 9 principes du vivant, dans un bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Le choix du vivant, et on essaie de les appliquer au niveau d'une école primaire, l'école primaire Caminando, qu'on a créée il y a 10 ans, où on ouvre des espaces où les enfants s'auto-approprient leur système éducatif, c'est-à-dire qu'on les forme pour aller au collège, c'est une école primaire, mais les modalités d'apprentissage doivent donner envie aux enfants de ne pas aller en vacances. Et ça marche. Il y a 30 enfants. Après, on a ouvert la même chose au niveau des adultes pour retrouver des voies de recréation d'envie. On revient sur l'enthousiasme que vous évoquiez tout à l'heure.
C'est à nous d'imaginer comment on va ouvrir le chemin. Et on retombe toujours sur les principes du vivant. Et puis le troisième registre sur lequel on est en train d'essayer de travailler, c'est au niveau sociétal. Tant qu'il n'y aura pas de matrice qui activeront ces principes du vivant, c'est-à-dire quand on ne retrouvera pas les deux composantes du Tao, le yin et le yang, le masculin, le féminin, le spermatozoïde et l'ovule, il n'y aura aucune transformation. Donc il faut d'urgence réouvrir une matrice, non pas avec des gens qui savent, mais avec un espace où on peut faire émerger ce qui doit advenir. C'est complètement différent. Voilà, on ne prétend pas changer le monde en faisant ça, mais en tout cas, à notre petite échelle, on essaie de s'amuser parce que ça remet de la joie. Mais alors déjà, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. D'abord, effectivement, de se mettre en action, ça met en joie. Il y a un artiste Bertrand qui me racontait ça sur le podcast. Ça, c'est la première chose. Mais de manière plus profonde, je crois que on est effectivement, ça c'est un autre invité, Daniel Kaplan, qui m'en parlait, dans des combats d'imaginaire. Donc on est dans le binaire, c'est-à-dire c'est moi qui ai raison, c'est mon imaginaire versus le tien, etc., etc. Plutôt que d'être d'ailleurs, je sais même pas si dans la fécondation de l'imaginaire. Exactement, dans la fécondation de l'imaginaire et d'envisager de discuter, parce qu'en fait, vous l'avez dit, c'est-à-dire que évidemment, l'idée c'est pas de copier ces sociétés primaires. L'idée c'est pas de dire que tout ce qu'ils font c'est génial et que comme le font les chamans, rester 13 ans enfermés dans le noir, c'est la bonne solution pour tout le monde. C'est certainement pas le sujet. Même si vous n'avez pas évoqué ça, mais on peut en parler aussi, ça m'intéresse. C'est juste que je l'ai entendu dans vos vidéos ou autres contenus. Donc c'est pas le sujet, mais simplement de se dire peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de communiquer avec eux, de comprendre la sagesse qu'ils ont, parce que finalement c'est des sociétés qui existent depuis des millénaires, et comment on peut prendre ça et peut-être nouer avec ce que nous on sait faire pour améliorer nos modes de vie ou améliorer En fait, les Kogis sont porteurs de ce que portent toutes les traditions. Alors attention, parce que les traditions, souvent on voit ça comme étant négatif, on ne peut plus en bouger, c'est contre le mouvement. Non, en fait, les traditions se réfèrent à ce qui semble être immuable, ce qui sont les règles de la vie et du vivant. Et effectivement qu'on peut pas les bouger, c'est pas nous qui décidons ce qui est vivant, ce qui est pas vivant. Et effectivement que nous y sommes soumis, ne serait-ce que quand nous respirons, l'inspire et l'expire. Si au bout d'un moment d'inspire, je n'expire pas, je vais pas être bien. Si je décide que mon cœur arrête de battre, c'est pas un choix, c'est pas le mental qui travaille. Et toutes les traditions travaillent avec ça. Qu'il y ait eu des déviances, qu'il y ait eu des égos, qu'il y ait eu du dogme, qu'il y ait eu des conflits, qu'il y ait eu des utilisations, tout ce qu'on veut, évidemment. Et ce que j'aime bien chez les Kogis, c'est qu'ils sont ancrés sur la base de ces principes. Il n'y a pas de construction de temples, de machin, d'expression qui finalement éloigne peut-être celui qui a envie de se faire initier à ces lois de cette réalité de la vie. Contrairement à d'autres traditions où finalement on s'en éloigne et ça devient peut-être très complexe. Donc c'est juste retrouver la vie en soi. Et les Kogis expliquent que retrouver la vie en soi, ça passe peut-être par retrouver l'esprit de l'enfant. Ils ont le même mot pour désigner l'enfant et la personne âgée. C'est-à-dire que c'est sous quoi, c'est revenir le plus vite possible à l'étonnement et l'émerveillement de l'œil d'enfant qui a réussi à apaiser son ego, apaiser son mental et se remettre en relation. Un grand-père ou une grand-mère qui est capable de se mettre à quatre pattes pour jouer au camion en créant un imaginaire autour de son petit-fils ou de sa petite-fille, il a beau avoir été peut-être ministre, docteur, maçon, j'en sais rien, il se remet à la portée du monde et de la joie du monde. Là, il suffit de braquer les caméras sur nos actuels politiques pour voir que le chemin est encore long. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'on a fait une école. Bah oui, il faut essayer d'accélérer le processus. Il faut bien commencer quelque part. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. L'injustice. Ça fait 5 siècles qu'on est des barbares vis-à-vis des peuples dits traditionnels autochtones. On n'a jamais été capable de s'excuser. Et en plus, on continue à être des barbares. Et les mécanismes qui sont à l'œuvre dans l'injustice sont les mécanismes qui sont à l'œuvre pour les Amérindiens ou pour les autochtones, mais dans toute société humaine. Ma fille a été victime de harcèlement dans un collège public et l'administration m'a dit textuellement en face du papa que je suis, monsieur, l'institution ne s'excusera jamais. Et tant qu'on a des institutions, des gouvernements qui portent ça, au même titre que la France ne veut pas s'excuser auprès d'Algérie,
c'est une injustice qui créera de la violence et de la haine. Et je rajoute à l'injustice une dame qui s'appelait Simone Veil, une grande dame qui est sortie des camps de concentration et qui, en sortant, a tout de suite dit « L'avenir de l'Europe passera par le pardon et l'accueil des Allemands ». Il fallait être courageux pour porter une telle parole, mais elle a réussi à la porter parce qu'elle sortait de camp, elle avait une certaine légitimité, mais c'était inaudible. Je pense que l'avenir de notre planète passera par une réconciliation avec ces sociétés-là, toutes dans le monde, non pas pour dire qu'elles sont parfaites, vous avez raison, elles ne sont pas parfaites, mais parce qu'elles portent la mémoire de l'humanité et la mémoire de la vie, et c'est sans doute de ça dont on a besoin. Et elles le portent en se marrant. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'arrogance de dire, encore une fois, on a raison, on a tort. Ils nous appellent petits frères. Et dans petits frères, il y a fraternité. On est tous embarqués sur le même bateau. Mais petits, ils nous disent régulièrement, si un jour vous voulez qu'on vous partage ce qu'on sait, avec plaisir. Ils sont toujours ouverts au dialogue, malgré les 5 siècles de barbarie qu'on leur a fait subir. Donc je veux dire vlan à l'injustice et à l'injustice triste. C'est beau. Merci beaucoup Eric. C'était un plaisir de vous parler depuis ma Drôme profonde, au bord de la rivière Drôme, qui est la dernière rivière sauvage de France. On a pris beaucoup de plaisir à entendre les oiseaux, et pas le bruit de la rivière, mais au moins les oiseaux. Nehini coucou, comme disent les Kogis, c'est-à-dire au revoir et portez-vous bien sur le chemin. Merci beaucoup Eric. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.